Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Le Gabon se prépare à organiser le 26 août de l'année en cours des élections générales et dans la course pour le fauteuil présidentiel, plusieurs candidats sont en lice. Parmi eux, Jean-Delors Biyogué Bintougou, qui est l'invité de ce numéro de 52 minutes pour convaincre. Je ne suis pas seule sur cette émission, je suis avec Dimitri Abourneur. Bonsoir. Bonsoir Marielle. Et Jean-Delors Biyogué Bintougou, Dimitri, qui est un fonctionnaire international, docteur en sciences politiques. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Peut-être préciser, vous êtes, en plus de ce que je viens de dire, vous êtes quoi? Pour que les Gabonais sachent qui vous êtes exactement. Très bien, madame, merci beaucoup. Donc, je suis gabonais, citoyen gabonais, originaire du nord du Gabon, plus précisément du Walentem. Je suis de confession religieuse catholique. J'ai fait mes études au CS d'Angon, à OIM, puis au CS d'Anfoul, protestant, et ensuite au lycée Léon-Bas où j'ai obtenu mon bac. J'ai poursuivi donc mes études à l'école de hautes études politiques de Paris, puis à l'Institut catholique de Paris où j'ai obtenu un doctorat en sciences politiques et en économie. Donc je suis marié, père d'un certain nombre d'enfants, 3 plus précisément. Et donc, en ce qui concerne mon vécu ou mon quotidien, je suis à mes heures perdues à la disposition des organisations humanitaires qui s'occupent des droits de l'homme, etc. Mais avant ça, je suis initialement enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo et c'est suite à mes activités universitaires, comme vous l'avez bien si noté, que j'ai été recruté par les Nations Unies. Donc en ce qui concerne l'expérience dans la gouvernance des États et la conduite des politiques de développement, j'ai fait mes classes au sein du programme des Nations Unies pour le développement, plus communément appelé le PNUD, où j'ai coordonné les projets de développement. Et ensuite, je suis monté en cran pour m'occuper des questions diplomatiques de tout le système des Nations Unies au Gabon, puisque j'ai été pendant 5 ans spécialiste chargé de la coordination du système des Nations Unies au Gabon. Et donc c'est un connaisseur de terrain que je rentre de plein pied en terrain politique au Gabon pour proposer une voie alternative à ce qui se passe jusqu'à présent. Un connaisseur de terrain, certes, mais on se pose quand même la question, et les Gabonais avec nous, pourquoi avoir quitté le système des Nations Unies en 2022? Vous l'avez dit dans une interview accordée à des confrères que c'était pour vous consacrer à la recherche, et aujourd'hui vous vous retrouvez candidat à l'élection présidentielle. Quelles sont vos motivations? Alors, la principale motivation pour laquelle je me suis lancé dans la course à la présidentielle, c'est d'abord un constat. J'ai constaté que la classe politique de mon pays ne se renouvelle pas depuis pratiquement 40 ans. Les noms que je vois sur la scène politique sont ceux à qui j'ai adressé ma demande d'admission au concours d'entrée en 6e, qui était ministre de l'Éducation nationale, etc., dont certains sont passés dans l'opposition. Pour les gens de ma génération, ça paraissait comme si nous n'avons pas pris nos responsabilités. Et donc ma candidature est une forme de prise de responsabilité pour assurer le relais. Donc, garantir le renouvellement de la classe politique et proposer une nouvelle forme, une nouvelle manière de gérer l'État. Deuxième raison, je voudrais servir mon pays au plus haut niveau. Et ce n'est qu'à ce haut niveau que je peux impulser la vision que j'ai pour lui, pas en étant membre du gouvernement, pas en étant simplement député, mais en étant au sommet de l'État pour impulser la vision, le rêve que j'ai pour mon pays. Et la troisième raison, réconcilier les jeunes avec la politique. Parce que comme vous pouvez le constater aujourd'hui, la désertion de l'espace politique touche beaucoup plus de jeunes qui ont entre 16 et 35 ans. Et aussi qui ne croient plus beaucoup en la politique, soit parce que le discours politique les a déçus, ou alors il y a comme une espèce d'accaparement de l'espace politique par les anciennes générations. Et donc il faut remettre ces gens dans l'espace politique et leur donner la raison d'y croire. Donc je veux être le pont entre les anciennes générations et les nouvelles générations. Et ainsi, nous allons impulser une dynamique au sommet de l'État qui va faire de notre nation une nation digne d'envie. Et c'est cela le nom de mon projet de société, un Gabon digne d'envie. Justement, Monsieur le Président, vous êtes docteur en sciences politiques, vous avez une expérience du système des Nations Unies et vous faites le choix finalement d'aller à une élection présidentielle tout seul. Vous êtes candidat indépendant
Pourquoi ne pas avoir choisi d'intégrer une formation politique? Comment pensez-vous pouvoir gagner une élection présidentielle sans appareil politique? Surtout aussi, pour compléter, quelle est votre idéologie? Est-ce que vous sentez être du centre, de droite ou de gauche? Alors naturellement, je suis du centre. Parce que si on regarde mon parcours intellectuel, il me situe à gauche. Et si on regarde ma foi, elle me situe à droite. Donc je suis un peu des deux. Et la raison pour laquelle je ne suis dans aucun parti politique, parce que justement, il y a une crise idéologique dans l'espace politique. Il n'y a pas un parti politique qui soit fondé sur un socle idéologique. Le socle idéologique d'un parti politique se construit à partir des valeurs de la République. La source d'inspiration de la construction d'une idéologie politique pour un parti politique, c'est l'hymne national et la devise de notre pays. Nous n'avons aucun parti politique dont l'idéal politique repose sur des inspirations issues de la concorde et de la devise, de notre devise. Et donc je ne me retrouvais pas ni dans le camp de la majorité, ni dans le camp de l'opposition. Et donc nous impulsons une nouvelle voie qui est plutôt centriste et qui va rassembler tous les déçus des deux camps et aussi convaincre les indécis pour que nous puissions aller vers une nouvelle voie. C'est la raison pour laquelle je me suis présenté. Suis-je capable de gagner cette élection? Oui, et je vais la gagner. Pourquoi? Parce que je suis le seul de l'histoire politique du Gabon à entrer en politique sans avoir les pieds et les mains liés par un passif. Le passif dans la gouvernance des choses publiques, la mal-gouvernance des choses publiques, le passif dans la transhumance politique, le passif dans les liens, des liens, je dirais, plus ou moins indéfinissables avec la gestion de la chose publique. Donc je vais me fonder sur la manière excellente avec laquelle j'ai géré les relations entre le système des Nations Unies et le Gabon pendant 10 ans. J'ai pu observer les failles, j'ai pu observer les forces et je peux donc, à partir de cet instant, proposer une offre politique innovante pour mon pays et axée et alignée aux préoccupations internationales de l'heure. C'est une belle ambition, mais vous n'êtes pas connu forcément sur tout l'ensemble du territoire national. Comment ferez-vous pour aller convaincre les populations qui sont, par exemple, à l'intérieur du pays? Parce que le Gabon, ce n'est pas que Libreville, il y a aussi Fougamou, il y a Mabanda et Mbigou. Alors, comment vous faites? C'est un faux procès que l'on me fait. Parce que je vous ai dit, j'ai géré les programmes des Nations Unies au Gabon. J'ai parcouru tous les villages du Gabon, et je le revendique plus que la plupart de mes concurrents. J'ai parcouru tous les villages du Gabon. J'ai élaboré près de 62 projets de développement, plans de développement locaux lorsque j'ai géré le programme ArtGoal. Je suis le seul jusqu'à aujourd'hui à avoir mis en place un module de renforcement de capacité des élus locaux du Gabon en matière de gouvernance locale, en matière de développement local. Donc j'ai rencontré les populations. Et attention, je suis enseignant dans 4 universités du Gabon. Et donc j'ai en face de moi, chaque année, près de 8000 étudiants qui ont des familles et qui parlent de moi dans leur famille et que je visite. Donc on ne peut véritablement considérer que je sois un inconnu. Je suis un Gabonais intégré, engagé, actif et dont les activités ont produit des résultats, on peut le voir. Donc, c'est un faux procès que de dire que je ne suis pas connu. On l'entend bien, Monsieur le Président, mais si vous êtes élu au soir du 26 août prochain, gouverner au sein du système des Nations Unies, c'est une chose, mais gouverner un État comme le Gabon, vous avez dit, vous allez prendre de part et d'autre, donc vous êtes capable de gouverner avec des membres du gouvernement issus, par exemple, du parti au pouvoir actuel? Alors, très bonne question, madame, et je vous en remercie. Lorsque l'on va à une compétition politique, elle n'est pas dressée contre des individus. Elle est dressée contre la manière de faire. Et je crois en l'individu. Je pense que tout individu est capable de changement si on le met dans un certain contexte. Je ne suis pas dans une logique d'exclusion ou d'exclusivité. Je suis dans une logique d'ensemble. Faire travailler tous les Gabonais ensemble, mais en leur donnant une nouvelle éthique de la gestion de la chose publique, axée sur les résultats. Et celui qui ne produit pas des résultats, eh bien, il est remplacé par celui qui peut les produire. Donc je ne regarde pas d'où on vient, du PDG, de la majorité, etc. Je regarde le CV et ce que la personne peut apporter à mon pays. Et lorsque je mets un accent sur le Gabon, un Gabon sûr, la sécurité dont je parle
elle intègre la dimension humaine et sociale. C'est-à-dire que tous les Gabonais, qu'ils aient voté pour moi ou pas, se sentent en sécurité dans leur pays. Une fois président de la République, la première des choses que je vais faire, c'est cela. Créer des conditions qui permettent à tous les Gabonais de se sentir en sécurité sociale, en sécurité économique et en sécurité culturelle, et de manière à ce qu'ils puissent vivre dans leur pays convenablement. Voilà mon rêve. On aura l'occasion d'arriver sur ces questions sociales et peut-être sécuritaires, mais déjà, parlons d'économie, si vous le permettez, Monsieur le Président. Vous arrivez, vous trouvez un État qui est en train de se redresser. Hein. On a subi la crise économique, il y a eu la pandémie de la Covid-19. Comment vous faites pour permettre au Gabon d'atteindre peut-être des chiffres de croissance, une croissance à 2 chiffres? Alors, vous vous doutez bien que lorsque je me présente à vous, j'ai fait un diagnostic de l'économie de notre pays. Nous disposons de ressources et potentialités énormes qui nous permettent de rattraper un retard de 50 ans en 5 ans. Et ça, je sais de quoi je parle, parce que tout est là. Le problème qui est là, c'est l'amélioration de la gouvernance du secteur économique dans notre pays. Nous avons mis un accent sur la diversification économique. Et vous voyez bien qu'on en parle depuis 2012. Mais on a beaucoup de mal à voir l'effectivité de cette diversification économique. Parce que nous n'arrivons pas à tenir le taureau par les cornes. On voit quand même aujourd'hui dans le secteur bois, Monsieur le Président. Et est-ce que le secteur bois, depuis 5 ans, a talonné le secteur pétrolier? En matière de recettes publiques, le secteur pétrolier est à 40% à peu près. Qu'est-ce que vous le secteur proposez? bois, justement, il faut bâtir un système économique progressif en partant de ce qu'on appelle une diversification horizontale. Une économie fondée sur l'économie de la chaîne de valeur. Ça veut dire que nous partons de nos ressources et potentialités. Aujourd'hui, c'est le pétrole qui est la principale source de recettes, des recettes publiques. Eh bien, nous avons l'extraction du pétrole, mais nous n'arrivons pas encore à transformer les résidus du pétrole chez nous. Sogara achète du brut à l'étranger. Ça nous coûte 2 fois plus cher et on a le prix à la pompe qui augmente chaque fois qu'il y a une fluctuation au niveau international. Ce n'est pas normal. Il faudrait donc que nous puissions, il faudrait que nous puissions aller de l'extraction à la transformation. La première transformation qui consiste à donner le produit que l'on peut utiliser dans les pompes. Tout en sachant que Sogara est dans un état de vétusté. Mais justement oui. À cause de la mauvaise gouvernance. Et deuxièmement, nous sommes dans un pays producteur de pétrole, donc pollueur avec les résidus du pétrole, qu'on n'arrive pas à utiliser de manière durable pour bitumer nos routes. Donc, nous n'allons pas chercher loin. La diversification en allant toucher au secteur qu'on aurait pu réserver aux générations futures. Et là, on les touche même très mal. La preuve, nous faisons partie des pays où la désertification avance à grands pas à cause d'une mauvaise exploitation de notre bois. Et s'il est mal exploité, vous faites souvent des reportages où le bois est pourri dans les villages, etc. S'il est mal exploité, c'est parce que la répartition de notre système de diversification économique est mal agencée. On devait laisser le bois aux générations futures et épuiser dans un premier temps toutes les possibilités sur l'économie, les sources de développement économique qui représentent aujourd'hui les sources de valeur ajoutée pour notre pays. Donc ça ne marchera jamais. Et deuxième chose, la gouvernance. Si nous avons une administration qui est incapable, parce que nous ne disposons pas assez de moyens, d'aller contrôler si nos investisseurs respectent les règles éthiques dans l'exploitation, c'est dans aucune société, le Gabon n'est capable de dire combien de billes de bois sont coupées chaque jour, combien de barils de pétrole. Ce sont les multinationales qui nous déclarent ce qu'ils ont fait. Docteur, vous voyez, vous avez fait le choix, vous ferez le choix de transformer l'une des principales richesses du Gabon, qui est le pétrole. Absolument. Bon, le pouvoir actuel a fait le choix de transformer la ressource forestière. On voit un peu aujourd'hui la transformation, la première, la deuxième, voire la troisième transformation qui se fait encore. Mais il y a un sujet particulier. Je peux vous interrompre 2 minutes sur cette transformation qui se fait en coque. Oui. Elle est destinée à l'exportation. Pour l'instant. Ce qui veut dire qu'elle ne résout pas le problème des Gabonais. Justement, là où je voulais arriver. Okay. La question du chômage, sur la question du chômage, comment comptez-vous finalement résoudre ou résorber le chômage dans notre pays?
Ben, la création d'emplois. Cette création d'emplois, elle passe justement par les mécanismes de processus économique que je vous ai dit, de croissance économique que je vous ai indiqué. Nous avons le secteur pétrolier. Et je vous prends l'exemple. Pourquoi il y a le chômage au Gabon? Il y a le chômage au Gabon parce qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue entre le ministère de l'Emploi, le ministère de l'Économie, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Formation professionnelle. Qu'est-ce que vous allez faire? Créer un cadre de concertation entre ces trois ministères. Parce qu'au niveau des emplois du secteur public, madame, il y a peut-être, le problème peut être résolu de manière globale puisque ça concerne la santé, l'éducation, la culture, etc. Mais il faut que l'on sache, au niveau de l'évolution ou encore la transformation des mécanismes de gouvernance du secteur public, quel type de profil avons-nous besoin dans le secteur public? Oui. Donc, nous formons pratiquement les mêmes profils et puis qui mettent des effectifs dans cette... Il y a le chômage parce qu'il n'y a pas comment dirais-je, un fichier ou, si vous voulez, un document qui retrace un tout petit peu de quoi avons-nous. Moi, président de la République, dès le 26 juin, je fais des états généraux de l'emploi au Gabon. Et ces états généraux ne reposeront pas simplement sur, comment dirais-je, donner des emplois précaires. Il faut aller au plus profond du problème. Aujourd'hui, nous nous étonnons qu'il y a des personnes de 32 ans qui sont au chômage, mais on a oublié que nous les avons encouragés à aller au chômage. Je prends le cas, par exemple, des jeunes qui sont en décrochage scolaire précoce, qui se sont arrêtés en 4e année de l'école primaire. Oui. On ne peut même pas les admettre au CPA Sainte-Marie parce qu'ils ne peuvent pas préparer un CAP s'ils n'ont pas de certificat d'études. Ils font quoi? Ils grandissent et puis après, ils deviennent, une fois qu'ils en sont capables, ils deviennent des braqueurs. Parce que notre système éducatif les a oubliés. Voilà une population qui est oubliée. Et donc, moi, président de la République, je vais résoudre ce problème. Comment? Et donc, je résous ce problème en créant des mécanismes de formation intermédiaire. Parce que tous les enfants ne sont pas faits pour la réflexion, comme je l'entends, académique, parce que pas tout le monde, nous n'avons pas pour les filières mêmes généralistes. Voilà. Donc, il faut penser à cela. J'ai vu quelque part qu'on veut rattraper par des programmes d'alphabétisation. Vous allez alphabétiser quelqu'un qui a 18 ans, qui a déjà un enfant et une femme, et à qui vous voulez demander d'aller perdre du temps à apprendre A, B, C, D, ça va l'amener où? Plutôt que de l'amener à apprendre un métier sur le tas. Aujourd'hui, il y a des centres de professionnalisation, en Coq, en Mbengue, à Tchengue. Qui entrent là-bas, madame? Est-ce que ceux qui savent lire et ceux qui ne savent ni lire ni écrire y entrent? Il y a c'est sur concours. Monsieur le Président. C'est sur concours. Comme ceux qui pensent qu'il faudrait réserver certains secteurs uniquement aux Gabonais. Je ne suis pas... Parce qu'on l'entend, vous dites qu'il faut éviter de créer des emplois précaires. Qu'est-ce que vous entendez par emploi précaire? Les emplois précaires, c'est ce qui permettent aux gens de vivre au jour le jour. Et donc, il faut partir de la considération de la résorption du chômage par les mesures sociales en prenant des mesures économiques durables. C'est pour cela qu'il faut une qualification à tous les enfants, à tous les Gabonais, quel que soit leur niveau scolaire, parce que c'est la qualification qui lui donnera la liberté de dire « je quitte telle ou telle entreprise qui m'exploite », qui me mène dans des CDD ad vitam, à aller vers une autre, parce que quand on me demandera de justifier mon expertise, je suis capable de présenter mon diplôme. Et ça, tous les enfants ne sont pas capables de le faire aujourd'hui. Ceux qui ont appris dans le tas ne peuvent pas aller travailler ailleurs. Ils sont esclaves des entreprises qui ont bien voulu les accueillir et ils ne peuvent pas bouger. Voilà la réalité. Et c'est déprimant pour cette génération. Aujourd'hui, il y a une nouvelle forme d'emploi, les entrepreneurs. Qu'est-ce que vous allez faire de ces jeunes qui sont dans l'informel pour pouvoir les formaliser? Mais justement, il faut les formaliser. La politique publique a encouragé. C'est qu'est-ce qui fait en sorte que le processus de formalisation des initiatives privées prenne du temps? C'est deux choses, madame. La première chose, c'est la lourdeur administrative. Je vois qu'on est en train d'essayer de l'améliorer. Et ça, je dis bravo pour l'ancienne équipe, parce que la nouvelle équipe, c'est le 26, c'est moi qui l'incarne. La deuxième chose, c'est la taxation rapide. Quelqu'un arrive, il doit déjà payer des impôts. Au bout d'un temps, il n'a même pas encore un chiffre d'affaires établi, etc. Et même la troisième raison,
c'est l'absence de mesures incitatives et même coercitives vis-à-vis des banques pour qu'ils accompagnent ces jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce que vous allez proposer? Docteur, justement, création d'un fonds. Vérité, docteur, je pense qu'il y a des programmes qui incitent à la création d'entreprises et qui permettent aux entrepreneurs de payer des taxes un peu plus tard. Je pense qu'il faut avoir déjà au moins 2 ans ou 3 ans pour pouvoir payer des taxes en ce qui concerne les Gabonais. Merci. Et l'accès à la commande publique, elle est conditionnée par une expérience. On demande à ces jeunes entreprises d'avoir participé à 2 ou 3 appels d'offres, puisque ce sont les appels d'offres qui sont source de rentabilité pour eux. S'ils n'ont même pas accès au concours, comment voulez-vous? Et donc, une entreprise, écoutez, une entreprise, il ne suffit pas de dire aux jeunes créer des entreprises. Il faut qu'ils aient accès à la commande publique. Nous étions récemment, Monsieur le Président, permettez-moi, dans Mwanda, où la Comilogue, par exemple, travaille beaucoup avec les PME locales. On ne leur demande pas forcément d'avoir une expertise, mais on offre d'une certaine façon de l'emploi à ces jeunes dans Mwanda. Est-ce la même chose pour les jeunes de Mbigou? Il ne faut pas parler de résoudre le problème du Gabon. Il ne faut pas voir les problèmes du Gabon de manière singulière. Parce qu'il y a des provinces qui disposent de plus de ressources et d'opportunités que les autres. Il faut créer un mécanisme qui mette tous les Gabonais au même pied d'égalité. Et donc, je dis, il faut que certains appels au marché public soient réservés à ces petites et moyennes entreprises. Donc, celles qui ont moins de 5 ans, moins de 2 ans, moins de 3 ans, l'État doit pouvoir dire ça, cet appel d'offres leur est réservé. Ou alors conditionner les gros appels d'offres par l'implication des petites entreprises. On lutte contre la pauvreté en allant acheter chez les pauvres, pas en donnant les dons aux pauvres, parce que les dons ne durent pas. Or, l'investissement du pauvre, il dure. La question de l'économie, c'est également le règlement de la dette intérieure. Quand vous arrivez, une fois président, comment vous arrivez à gérer votre budget? Je vais réduire la dépense publique. La réduction de la dépense publique consistera d'abord pour moi à supprimer le Sénat, parce que je ne sais pas, dans un pays comme le nôtre, avec à peine 2 millions d'habitants, un système démocratique balbutiant, on va mettre en place une deuxième chambre parlementaire dont on ne voit pas grandement l'utilité. Je supprime le Sénat et je le remplace par un conseil de sages qui se réunira de manière ad hoc pour examiner les lois qui sont votées au niveau de l'Assemblée nationale. Ça m'évitera de consacrer une ligne budgétaire à une institution en permanence dont on ne voit le résultat que quelques fois par an. Ça, c'est la première chose. Et je n'ai pas les chiffres en tête, je vais vous les décliner le moment venu. Pour voir les économies que je vais réaliser sur 5 ans, une fois président de la République, ne serait-ce que sur la suppression du Sénat, avec son coût de fonctionnement, avec le coût d'investissement et tout ce qu'il faut pour contenter les parlementaires qui y sont. La deuxième chose, le contrôle de la dépense publique. Président de la République, je vais auditer tout le mécanisme de dépense publique tel qu'il s'effectue. Je vais déplacer les caisses du Trésor, parce que les caisses du Trésor, la gestion du Trésor n'a rien à voir avec la gestion du pays. Il faut sectoriser. C'est ça la transparence. Je ne peux pas être en même temps gestionnaire et contrôleur. C'est impossible. Donc il faut que l'on répartisse les tâches. Notre problème est là. Il y a l'opacité dans le processus de la dépense publique qui fait que lorsqu'il y a des gaps, on essaye d'aller s'endetter. Comptez-moi une fois. Nous avons triplé notre dette, ou même quadruplé en 14 ans. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Mais j'ai encore lu ce matin que nous avons fait un emprunt. Où sont les routes? Où sont les écoles? Docteur, où sont les logements sociaux? Vous parlez de contrôle et vous parlez de supprimer une institution dont le rôle, justement, est de contrôler l'action de l'exécutif. L'Assemblée nationale est là. Il y a des pays au monde qui n'ont pas de Sénat. Il y a l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas obligés. Par exemple, le rôle qu'a joué le Sénat en 2009 lors de la disparition du feu le président. Le président de l'Assemblée nationale a joué le même rôle en Côte d'Ivoire quand Houphouët-Boigny est mort. Oui. Alors, je ne supprime pas le Parlement, je supprime une chambre du Parlement. Et donc, pourquoi le Sénat et pas l'Assemblée nationale? Parce que les élus de l'Assemblée nationale le sont directement par le peuple. Et ceux du Sénat le sont indirectement. Donc, je préfère la démocratie directe à la place de la démocratie indirecte. Elle donne plus de parole au peuple. Peut-être une dernière question pour cette première partie. Vous comptez le faire tout ceci en 5 ans? Et bien sûr, 5 ans, c'est beaucoup. Il faut une rigueur dans la planification de l'exécution des politiques publiques.
Et ça, je suis prêt. Je sais ce que je vais faire dès le lendemain de mon élection. Mon gouvernement est déjà prêt. Les premières actions sont déjà prêtes. Donc, je suis bien conscient que 5 ans, c'est peu. Et comme je sais qu'à l'issue de cette élection présidentielle, je vais créer une mouvance d'ensemble. Et 5 ans plus tard, si je ne suis pas élu, d'autres vont continuer. Jean Delors Biyoge Bintougou, qui est l'invité de ce 52 minutes pour convaincre. Nous le retrouvons juste derrière cette pause pour d'autres 26 minutes. Jean Delors Biyoge Bintougou, candidat à l'élection présidentielle et l'invité de ce numéro de 52 minutes pour convaincre. Avec Dimitri Abourneur, nous avons commencé une première partie de 26 minutes. Pour la deuxième partie, Monsieur le Président, la route, le logement, l'éducation, pourquoi pas la vie chère? Nous allons aborder tous ces points et vous allez nous dire comment vous allez régler la question. Peut-être, puisqu'on parlait déjà d'économie, commencer par le panier de la ménagère. Une fois élu président, qu'est-ce que vous allez faire pour faire baisser le prix des produits de première nécessité déjà? Président de la République, j'ai 2 solutions. La première solution, me servir de l'opportunité offerte par l'intégration sous-régionale avec l'espace CEMAC. Nous connaissons tous que les produits que nous consommons, en grande partie manioc, bananes, etc., nous viennent, pour ceux qui sont du Cameroun et d'autres du Congo. Je sais de quoi je parle. Donc, il va falloir que nous ayons une discussion qui est axée en 2 dimensions, qui soit axée sur l'interdépendance en matière de sécurité alimentaire avec les pays voisins, et 2, qui soit axée sur la sécurité alimentaire sur le territoire national. Ce qui veut dire que si nous élargissons les offres en matière de produits de première nécessité, nous allons arriver, n'est-ce pas, à baisser les coûts sur notre marché. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution qui est autonome, c'est de mettre en place, et là, elle est sur le long terme, ce sera à partir de la 3e, 4e année de mon mandat, c'est de parvenir à une espèce d'autosuffisance alimentaire dans certaines filières de première nécessité. Le manioc, la banane, et puis des produits comme le maïs qui peuvent produire... Comment comptez-vous parvenir à cette autosuffisance alimentaire, Très Monsieur bien, le Président? Merci beaucoup. Nous sommes allés chercher des solutions loin. Et je vais vous surprendre en vous disant, madame et monsieur, que nous avons raté le coche à partir du moment où, depuis Omar Bongo Ndimba jusqu'à Ali, personne n'a jamais réfléchi sur des options rectificatives des plans d'ajustement structuraux imposés par la Banque mondiale et le FMI. Pourquoi? Mes parents me racontent que l'économie du pays fonctionnait moins mal lorsque les entreprises étaient entre les mains de l'État. Octra, comment dirais-je, et bien d'autres, Air Gabon. Quand on est arrivé à la Gabon Télécom, SCG même, quand on est arrivé à la privatisation, la donne a changé. Donc, nous sommes arrivés à une privatisation qui a privé l'État de tous les moyens de contrôle de l'action de ces entreprises privées. Moi, président de la République, je renationalise des entreprises initialement étatiques et je crée des entreprises par secteur qui appartiennent à l'État pour permettre aux fonctionnaires que je refermais d'exercer pleinement leur activité de fonctionnaire, d'être au service de la protection. Ce qui fait que le ministère de l'Agriculture aura une grande entreprise d'exploitation agricole. Le ministère, des eaux et forêts, une grande activité, une grande entreprise d'activité forestière, etc., qui n'aura rien à voir avec ce qu'était la SNBG. Donc, vous voyez, c'est des exemples comme ça que je mets en place. Qu'est-ce qui m'inspire, pour vous donner la parole tout à l'heure, cette idée? J'ai vu qu'une fois, la route nationale était coupée. On a pris le génie militaire. Ils ont résolu le problème en moins de 24 heures. Ça veut dire qu'il y a un savoir-faire au Gabon. Ce qui veut dire que nous pouvons, dans tous les secteurs, avoir des entreprises d'État
qui donne un sens à l'action publique de l'agent public, qui résout le problème du chômage, parce que nous n'allons plus embaucher que les administratifs, nous allons embaucher les techniciens. Et une fois qu'on a des techniciens à l'œuvre, des administratifs à l'œuvre, il n'y a plus de problème de panier de la ménagère dont vous parlez. Le niveau de vie... Docteur, vous renationalisez toutes les entreprises privées, mais où est-ce que vous trouvez les ressources finalement? La dette du pays, elle atteint de plus en plus des sommets. Alors, si on est allé s'endetter pour ne rien produire, pourquoi moi je n'irai pas m'endetter pour produire? Donc vous vous endettez davantage? Ça s'appelle la dette utile, parce que la dette a deux vertus, soit l'effet de massue, soit l'effet de levier. Donc, on a deux effets. Donc, moi, je serai de la dette qui produit l'effet positif. En 5 ans, vous allez encore vous endetter, c'est ce qu'on retient, Jean Delors Bio. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Par contre, pour approfondir ce que vous êtes en train de dire, le Gabon est un pays à revenu intermédiaire tranche supérieure. Ce qui fait que malheureusement, nous n'avons pas droit à de l'aide internationale publique non remboursable. Mais nous avons la possibilité de travailler avec des organisations du système des Nations Unies qui, elles, n'empruntent pas. Pour lutter contre la faim, j'exploite le partenariat avec la FAO et le programme alimentaire mondial des Nations Unies. Ils me demanderont, je ne payerai aucun sou. Ils mettront l'expertise et ce qu'il faut à mon service pour pouvoir le faire. C'est ma maison, je sais comment ça se passe. Tout ça, c'est bien, M. Jean Delors, beaucoup de projets, mais concrètement, dans l'urgence, la maman qui se trouve à Fougamou, qui paye encore le bidon d'huile à un certain prix, la maman qui se trouve à Oyem chez vous, qui paye encore certaines denrées alimentaires, est-ce qu'il n'y aurait pas des mesures urgentes avant votre nationalisation de tous les secteurs? Mais bien entendu, l'évolution du processus d'amélioration des conditions de vie des populations repose sur les mesures de court terme, de moyen terme et de long terme. Sur le court terme, il faut sur le court terme, prendre en charge le surplus de dépenses effectuées par les commerçants. Ça veut dire baisser les tarifs douaniers, baisser les taxes pour permettre aux Gabonais de pouvoir avoir accès aux produits de première nécessité dans l'immédiat. Et les commerçants, justement, disent que s'ils augmentent les prix, c'est parce que l'état de la route se dégrade davantage. Pour la route, qu'est-ce que vous proposez? La route n'est pas une solution de court terme, madame. Vous comprenez qu'il faut nécessairement que j'ai du temps de pouvoir construire les routes de manière qu'il y ait de la circulation. Qu'à cela ne tienne, c'est pour cela que je vous parlais tout à l'heure des mesures transitoires. L'état de nos routes, aujourd'hui, est dans un état que vous connaissez, vous-même, vous venez de le décrire. Mais je pense, encore une fois, que si demain je suis au pouvoir et que je consacre toutes mes forces à équiper les services départementaux des travaux publics comme ça se faisait par le passé, je peux équiper ces services qui peuvent au moins rendre praticables au bout de 8 mois toutes les routes du Gabon. Si tous les services provinciaux des travaux publics sont dotés d'engins pouvant le faire, la route de chez moi. Quand vous dites praticables, ce sont des routes en terre ou goudronnées? Des routes latérité qui sont praticables en toute saison. Avec la saison des pluies au Gabon, de fortes pluies. La route de mon village n'a aucun bourbier. D'accord. Parce que... Ça, c'est votre village, mon village, le Président. Oui, bien entendu, puisque nous avons été exigeants. Nous avons demandé à la société du secteur privé qui exploite le bois d'entretenir la route. Elle n'est pas bitumée, mais c'est je ne sais pas comment on appelle cette espèce de la latérite rouge là, etc. Et elle est praticable en toute saison. Mais nous avons des carrières de latérite sur toute l'étendue du territoire. Les habitants de Bimongo ne diront pas forcément la même chose. Les habitants de Bimongo. C'est pour cela que je parle des travaux publics. D'accord. Des services provinciaux de travaux publics qu'il faut équiper en caterpillar, en bulldozer, etc. Et ça peut se faire en 3 mois. C'est une décision publique. D'accord. Et donc, pour emboîter le pas sur la question finalement du logement, aujourd'hui, c'est une question qui préoccupe les Gabonais. Qu'avez-vous prévu? Que proposez-vous justement pour résoudre la question du foncier au Gabon? D'autant que le Gabonais n'a véritablement plus accès au foncier. Mais vous savez pourquoi le Gabonais n'a plus accès au foncier? C'est parce que la loi Minko n'est pas respectée et bien d'autres lois qui ont été sur le foncier. Il est interdit
que les personnes d'origine étrangère puissent avoir les terrains au Gabon. Mais ce sont elles qui vous vendent les terrains partout. Comment ça s'est fait? Et donc, cette histoire de mafia qui est autour, excusez-moi de l'expression, autour du foncier au Gabon, ne devrait même pas se poser. C'est une question de gouvernance. Vous avez à peu près 2 millions d'habitants, en exagérant 2 millions 100. Vous pensez que sur 267 667 kilomètres, on est incapable de loger tous ces Gabonais? Qu'est-ce que vous proposez? C'est une question de... Je mets en place une politique d'aménagement foncière qui permette à ce qu'au moins chaque Gabonais ait un lopin de terre en zone rurale, donc dans son village ou dans son département où il est né, et en zone urbaine. Voilà ma solution. Aujourd'hui, toute l'activité est concentrée à Libreville, la capitale, ou dans les grands centres urbains, Port-Gentil et Franceville, qui sont déjà saturés. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à reloger ces populations? Mais il ne faut pas... Le relogement dépend de où s'effectue le développement de l'activité économique de l'individu. Donc le problème est là. Moi, en tant que président de la République, ce n'est pas d'enfoncer le problème, c'est de trouver la solution. Et cette solution passe par l'éclatement des services administratifs. Nous pouvons le faire, déloger les administrations. D'autres pays ont expérimenté, puisque la masse la plus élevée, ce sont les fonctionnaires. Pourquoi on les garde tous à Libreville? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, madame, c'est de réfléchir sur toutes les conditions qui font en sorte qu'il y ait exode rural. Et tout à l'heure, je vous parlais des conditions de vie qui sont axées sur la création des zones de production phares. Je divise simplement mon Gabon en 4 zones. D'accord. Et donc, il y a une zone économique qui est consacrée à l'agriculture. Il y a une zone minière, il y a une zone... À partir de cet instant, je développe une économie interdépendante. Et là-dessus, vous allez ramener les gens dans les villages parce qu'ils travaillent là où ils sont nés. Parce qu'ils peuvent rester là. Ils ont non seulement le boulot, ils ont le dispensaire, ils ont l'école de mon village, par exemple. N'a plus d'enseignants depuis de nombreuses années. Ça, c'est quand vous avez un établissement dans votre village. Oui, il y a un établissement. Pour ceux qui n'en ont pas. Mais on construit. Je veux aller jusqu'au bout de mon exemple. Allez-y. L'école de mon village n'a pas d'enseignants parce qu'ils n'ont pas de logement d'astreinte. Et lorsqu'on a essayé de construire un logement d'astreinte, c'est le problème d'eau et d'énergie qui se pose. Personne ne veut plus vivre aujourd'hui comme au Moyen-Âge. Donc les mesures attractives sont là. On a l'impression que vous étayez un certain nombre d'idées comme ça sur la base d'un diagnostic qui a été fait. Mais concrètement, dans votre programme, qu'est-ce qui a été prévu? Parce que depuis... Mais justement, monsieur, on a du mal à je suis en train de vous dire, programme. Le point de départ de votre dernière question, c'est le foncier. Un plan d'aménagement sectoriel, un plan d'aménagement foncier qui permette à chaque Gabonais d'être au moins propriétaire d'un lopin de terre, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Parce que le Gabonais n'est pas que urbain ou bien rural. Nous avons un système de vie alterné. Tantôt on est au village, tantôt on est en ville. Oui. Donc il faut que l'on le sécurise. Pourquoi on doit le sécuriser aujourd'hui? Parce qu'être propriétaire aujourd'hui ne va plus de soi. L'État est propriétaire de tous les terrains. Et l'État les prend quand il en a envie, lorsque les intérêts nationaux l'exigent. Ce qui fait que la sécurisation de la protection du patrimoine qui nous appartient à tous consiste à répartir à chaque Gabonais son lopin de terre. Donc là, c'est la première solution. La deuxième solution, revenir sur... On n'a jamais fait l'audit de la gestion du foncier au Gabon. Il faut la faire. Il faut le faire. Et il le faire avec qui? Il faut le faire avec les chefs de quartier, avec les chefs du village, avec les chefs de communauté, pas seulement avec les fonctionnaires, parce que les fonctionnaires ne peuvent pas connaître totalement la réalité. Les chefs de quartier ont un attachement particulier avec leur terre. Vous comptez faire beaucoup d'audits, Monsieur le Président, tout mais ça bien en entendu, 5 ans. Mais bien entendu, l'audit, ça prend quoi? 2 semaines? On vous a appris que ça prend des mois? Moi, j'ai évolué dans un système avec des méthodes qui me permettent en 2 semaines d'avoir validé d'avoir épuisé mon audit et d'aller vers les solutions. La question du foncier est une chose et la question des matériaux de construction en est une autre. Qu'est-ce que vous prévoyez une fois président? Baisser les coûts parce que beaucoup de vos concitoyens, vos compatriotes vont chercher les matériaux de construction dans les pays voisins, en Guinée équatoriale pour ceux du Nord, au Congo pour ceux du Sud. Je pense que notre pays a la possibilité
de permettre à tous les Gabonais d'être bien logés à court, moyen, long terme. Je parle toujours de cette structure. S'il y a 8000 fonctionnaires au Gabon, la première des choses que je vais faire, c'est de faire la cartographie de la répartition des fonctionnaires en fonction de la géographie de notre administration. Si dans la zone du Haut-Ogooué, il y a 6000 fonctionnaires qui sont potentiellement, qui doivent y travailler en permanence, je construis 6000 logements pour fonctionnaires dans le Haut-Ogooué. Attendez, je vais vous dire comment je vais y arriver puisque j'y ai travaillé. Je fais pareil pour toutes les autres provinces en fonction de la demande exprimée par les fonctionnaires en matière de logement. Je les loge gratuitement pendant qu'ils sont en exercice parce que je ne peux pas promettre une augmentation de salaire. Mais je peux promettre les logements, la construction des logements gratuits parce que j'ai déjà discuté avec les partenaires au développement, qui sont eux des investisseurs, qui sont capables d'attendre même 30 ans pour le retour sur investissement. Donc, à partir de ce moment, j'ai logé tous les fonctionnaires. Si je ne peux pas augmenter leur salaire, j'ai au moins diminué la masse des dépenses qui étaient liées au logement et il peut améliorer ses conditions de vie. J'ai déjà au moins 5 partenaires. Monsieur le Président, c'est pour les fonctionnaires. Pour les autres, ils en sont capables. Les Gabonais économiquement faibles. Je sais de quoi je vous parle. Les Gabonais économiquement faibles qui n'ont pas de source de revenus. Vous avez l'égalité des chances, consiste à favoriser les plus faibles. D'accord? Et donc, pourquoi les fonctionnaires dans un premier temps? Ce sont les fonctionnaires qui représentent la masse productrice de l'administration d'un pays. S'ils sont bien logés, et s'ils sont à l'aise dans l'exercice de leurs fonctions, ils vont créer des conditions de solidarité qui permettent de s'occuper des autres qui n'en ont pas. Ça, c'est le premier fait. S'ils ne sont pas capables de produire, c'est toute la masse qui tombe. Donc, voilà pourquoi j'oriente cette politique prioritairement sur les fonctionnaires. Ça, c'est des logements qu'on appelle des logements d'astreinte. Maintenant, vous avez une autre catégorie de logements qu'on appelle des logements sociaux. D'accord. Ça, ce sont des catégories des plus faibles qui n'ont pas de revenus, qui n'ont... J'ai pensé à tout le monde, madame. J'ai pensé à tout le monde. Un président de la République doit penser à tout le monde. Et donc, les logements sociaux seront attribués à ceux-là. Je m'engage sur les 5 ans à réduire le nombre de personnes, j'ai parlé de logements d'astreinte, et de logements sociaux, au moins sur 10 Gabonais en 5 ans, j'aurai résolu le problème de 3 Gabonais sur 10. Maintenant, si je me représente pour un deuxième mandat, je poursuis ma politique. Je ne compte pas le faire en 5 ans, je suis réaliste. Qu'est-ce que vous prévoyez faire en matière de santé, Monsieur le Président? Bien. Nous avons un problème dans notre pays. Le mécanisme, le système de santé publique qui a été mis en place n'est pas mauvais. D'accord. Vous dites d'accord comme si c'était vous qui l'avez construit? Non, du tout. On essaie de vous suivre. Vous me rassurez. Alors, sauf qu'il est onéreux et ne répond pas à ses missions. Pourquoi? Nous avons mis l'accent sur les centres hospitaliers universitaires que nous avons construits. D'abord, ils n'existent pas dans toutes les provinces. Il y a les centres régionaux? Oui, madame. Oui, madame. Mais quelqu'un qui tombe malade en Zayon, qui doit se retrouver au centre hospitalier universitaire. Il y a un centre de santé à Nzayon. Non, je prends un exemple par rapport au rayon. La norme, c'est qu'il y ait un centre de soins tous les 5 km au maximum. Est-ce que la répartition, notre carte sanitaire est faite de cette manière? Je vais résoudre ce problème. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la construction des hôpitaux et des centres médicaux de proximité. Nous avons développé des interventions de haut niveau, sans tenir compte des interventions de première nécessité et de niveau intermédiaire. Il faut des infirmeries, il faut des centres médicaux et il faut le grand hôpital. Donc, c'est ça la santé de proximité. Nous avons un taux de mortalité entre les gens qui meurent du lieu où il a eu un malaise jusqu'au centre hospitalier parce que d'abord, nous sommes confrontés à un problème d'embouteillage et de l'éloignement des structures de prise en charge. Nous devons trouver à chaque 5 km des lieux de vie, n'est-ce pas, des structures sanitaires capables d'administrer des chirurgies, des opérations chirurgicales légères,
capable de garder en observation. Si vous allez dans votre dispensaire au quartier, on ne peut pas vous hospitaliser pour une nuit. Et si on a un lit pour vous, on ne l'a pas pour le deuxième qui viendra, on va lui dire pas. Donc au moins capable de 30 personnes, donc une capacité d'accueil de 30 à 40, de manière à ce que l'hôpital central ne soit pas, comment dirais-je, saturé. Vous voyez qu'il y a des gens qui meurent dans les urgences. Parce que le temps que le pauvre médecin est en train de s'occuper. C'est très intéressant. Mais comment on finance tout ça finalement? Est-ce que vous avez déjà fait une étude de faisabilité au préalable avant de porter votre candidature? Je suis désolé pour la question que vous me posez, parce que si vous me la posez, c'est vous considérez que le pays ne produit pas. Le pays produit tous les jours. Mais il faut quand même budgétiser. C'est un projet, vous avez un projet de société. Vous avez quand même mené une étude. Tous ces différents éléments que vous évoquez, comment vous les financez? Et vous avez demandé aux autres comment ils les financent? Oh, mais vous avez posez des questions réalistes. Oui, mais tout à fait. Vous avez dit tout à l'heure que le système de santé au Gabon est onéreux, alors qu'on sait qu'il y a la CNAMGS qui essaie quand même de minimiser les coûts de santé. Que vaut la CNAMGS s'il n'y a personne pour délivrer une ordonnance? Que vaut la CNAM? Vous êtes déjà allé avec votre carte seulement à la pharmacie sans ordonnance, vous présentez votre carte de la MGS et dire « donnez-moi la Nivaquine ». Ça n'existe pas. S'il n'y a pas quelqu'un qui administre une ordonnance, vous ne pouvez pas bénéficier de la gratuité des médicaments. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Donc, dans les dispensaires, vous n'en trouvez pas. Dans les infirmeries de première classe, vous n'en trouvez pas. Donc, c'est ce mécanisme qu'il faut créer. Pour moi, le système de la CNAMGS est très bon, mais il n'est pas approfondi. Comment vous allez l'approfondir? Mais justement, doter de chaque structure de soins des capacités d'administrer des ordonnances qui permettent aux citoyens qui y ont été sans avoir eu besoin d'aller à l'hôpital général, d'avoir une ordonnance qui leur permet d'aller acheter les médicaments. Où allez-vous trouver toute cette main-d'œuvre, monsieur le Président? Madame, ça se forme. Et si on ne forme pas, moi j'ai eu, dans mon adolescence, je n'ai eu que 2 professeurs gabonais en 6e. Tous les professeurs étaient des coopérants. Donc, il y a possibilité de faire appel. On va faire appel à la main-d'œuvre étrangère. Je dis qu'il y a la possibilité de faire appel à l'expertise extérieure, c'est permis. Là où nous n'avons pas de possibilité, je vous dis toujours, souvenez-vous que le docteur était à notre plateau, il nous a parlé du court terme, du moyen terme, du long terme. Pendant que je forme les techniciens, j'appelle les coopérants pour 2 ans. Les 2 années qu'il faut pour préparer une infirmière. Et j'ai résolu le problème, madame. Il n'y a pas de problème qui n'ait pas de solution. C'est la volonté politique qui commande la puissance de l'action publique. On ne saurait clore cette émission sans parler du plan diplomatique. Vous avez été dans le système des Nations Unies. Quelle est votre vision pour faire rayonner le Gabon à l'international? Très bien, madame. Merci beaucoup. Je vais d'abord construire le livre blanc de notre diplomatie. Nous sommes l'un des rares pays au monde à ne pas disposer de lignes diplomatiques claires. C'est pour cela que notre pays va d'alignement en alignement. Nous n'avons jamais su impulser une dynamique qui entraîne les autres pays. Donc la première chose que je fais, le livre blanc de la diplomatie gabonaise. Il sera axé sur un certain nombre de points. Premier point, l'accélération de l'intégration africaine. Deuxième point, la résolution multilatérale des problèmes du monde et sortir des enjeux de puissance. Et le troisième point, l'affirmation de la puissance diplomatique, environnementale, politique et économique de mon pays. Je vais le faire. Justement, sur la question environnementale, le Gabon est aujourd'hui réputé pour être leader sur ces questions-là. Est-ce que vous allez améliorer? Qu'est-ce que vous allez faire pour mieux positionner le Gabon? Je vais commencer par interroger ce qui se fait aujourd'hui. Ça, je vous l'accorde. C'est le domaine sur lequel je ne me suis pas particulièrement appuyé pour l'instant. Et pour apporter des solutions dans un domaine, il faut bien le comprendre. Et donc, je vais commencer par auditer notre système, même si je peux regarder quelques défaillances et incohérences. Notre pays a consacré 13%, je crois, je ne sais plus trop, 11% de son territoire à la protection de l'environnement à travers les parcs nationaux. Qu'est-ce que nous en tirons du point de vue économique? Rien du tout. Donc, il faut que la communauté internationale puisse nous être redevable. Et on va l'exiger. Et moi, président de la République, s'ils ne le font pas, j'impose un chantage. Et ça, je suis capable de le faire. Puisque, malheureusement,
l'équilibre mondial repose sur des rapports de force. Les diplomaties viennent après. Si vous allez de main morte dans la négociation, vous n'allez rien avoir. Nous souffrons. Nous ne pouvons pas transformer notre économie selon le modèle de l'industrialisation que les Occidentaux ont choisi. Mais entre-temps, nous ne recevons pas la juste récompense. Nous allons de COP en COP sans rien obtenir. La première des choses, c'est que nous soyons payés au juste sacrifice. Et si nous ne sommes pas capables de le faire, j'enclenche le chemin de l'industrialisation. Marielle, j'aurais peut-être une dernière question. Docteur Jean-Delors Biogué, dites-nous pourquoi les Gabonais devraient-ils vous voter le 26 août 2023 ? Parce que je suis le meilleur candidat. Je suis le meilleur candidat parce que je n'ai jamais volé l'argent de l'État. Je n'ai jamais appartenu à un système politique. Je ne suis pas associé à la corruption et autres. Et parce que j'ai des idées nouvelles à apporter pour mon pays. Justement, M. Jean-Delors, c'est là où on vous attendait. Quelles sont les idées que vous avez pour eux et moins ce que vous n'êtes pas? Mais je viens de le décliner tout au long de cette discussion et j'aurai l'occasion d'y revenir chaque fois que les Gabonais... Peut-être pour résumer, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette discussion qui a duré 52 minutes? Que je vais faire du Gabon un pays sûr où tous les Gabonais vivent en sécurité et dans le bien-être parce que leurs conditions sociales seront réunies. Toutes les conditions de protection sociale seront résolues. Je vais faire du Gabon un pays prospère parce que notre économie a des ressources et potentialités capables d'en faire l'un des meilleurs pays du monde. Troisième, je vais faire du Gabon, un pays digne d'envie parce que nous avons une culture à vendre, parce que nous avons une diplomatie que nous pouvons exploiter au service du développement du système international et parce que nous avons les sportifs de haut niveau qu'il faut promouvoir, il faut promouvoir le sport. Donc, le sport, la culture, la diplomatie feront de notre pays un pays digne d'envie. Le Gabon restera un pays digne d'envie, dixit Jean-Delors Biogué Bintougou. Nous avons été avec cet invité pour ce numéro de 52 minutes pour convaincre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. Merci de m'avoir invité. Et merci à Dimitri Abourneur qui a co-présenté cette émission avec moi. Nous vous retrouvons pour un nouveau numéro de 52 minutes pour convaincre.